Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Hériter ne suffit pas, l'incroyable déperdition des patrimoines immobiliers. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce que c'est à la limite entre la philosophie et un peu d'histoire pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent tous ces mécanismes à travers les générations, comment est-ce que la richesse est maintenue réellement. Et cet épisode me vient vraiment d'une observation et d'intuition que j'ai et de constats d'étonnement que je fais très régulièrement. Je vais vous en donner 3. La première chose, c'est que déjà, dans mes proches, j'ai connu des personnes qui, alors à mes yeux, avaient reçu un grand héritage. Alors voilà, tout est relatif, mais des héritages de plusieurs millions. Et en tout cas, le père, en tout cas le grand-père avait un beau patrimoine, peut-être déjà hérité du grand-père en partie, donc des patrimoines immobiliers que je considère assez conséquents, c'était des petits puissants, tu vois, des bourgeois aisés, et je me suis rendu compte que du coup le père, le patrimoine avait déjà été divisé par 3, le père ne sachant pas non plus gérer correctement le patrimoine, en fait ça se délite, et se retrouve du coup avec 2 enfants qui ont au final très très peu de patrimoine et qui sont quasiment en train de repartir de zéro. Et ça vraiment, j'ai un exemple en tête, mais en réalité je l'observe énormément. Je connais plusieurs personnes en tout cas qui ont eu des héritages que je considère bien supérieurs à la moyenne, et en très très peu de générations, il n'y a quasiment plus rien. Et ça me fait poser des questions et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai un prisme ? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai l'impression ou est-ce que c'est pas vrai ? Et d'ailleurs, il y a aussi dans les membres que j'accompagne, notamment des personnes qui reçoivent un héritage, etc. Et que je me rends compte, il y avait eu des familles assez aisées et qui, eux, redescendent en fait l'échelle. Et en fait, je me rends compte que s'ils font rien et qu'ils continuent comme ça, en fait, dans même pas 2 générations, c'est fini, c'est pareil, on repart de zéro. Et ça, c'est vraiment, je sais pas, ça me perturbe. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me perturbe parce que c'est vrai qu'on a cette image, en tout cas, cet a priori de se dire, les riches restent riches, c'est pas juste, machin et tout. Mais en fait, pas du tout. Les riches ne restent pas riches, visiblement. En tout cas, c'était mon intuition et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de ça derrière ? Et il y a aussi, sur la partie des successions, c'est quelque chose pareil qui me perturbe, peut-être encore plus depuis mes études en gestion patrimoniale, c'est le fait que, honnêtement, j'ai l'impression que personne ne prépare sa succession, quoi. Les gens, ils préfèrent ne pas en parler, et du coup, ils se disent, c'est bon, j'en parle pas, et puis comme ça, tant que je suis pas morte, de toute façon, je serai mort, je m'en fous, donc du coup, je prépare rien, et c'est vraiment cette impression que des personnes dont j'aurais pu penser qu'elles n'auraient jamais payé d'impôt sur les successions, donc des enfants qui ont hérité de parents qui, sur le papier, n'étaient pas aisés, qui se retrouvent quand même à payer de l'impôt sur les successions tellement il n'y a rien qui a été préparé, quoi. Donc voilà, ça pareil, ça me perturbe. Il y a beaucoup de choses qui me perturbent. Et la troisième chose aussi qui me perturbe, c'est que il s'avère que nos enfants sont dans une école semi-privée, ou je ne sais pas comment on appelle ça, privée sous contrat catholique, et qui fréquentent des familles d'origine catholique avec des noms de famille en 2 quelque chose, vous savez, un peu issus de la noblesse, quelques-uns, tu vois. Et on en fréquente certains, et je suis toujours aussi étonnée de me rendre compte qu'en fait, ils sont pas riches, quoi. C'est ça que je me dis, mais c'est dingue. En fait, tu sens bien qu'ils avaient eu des patrimoines à un moment donné, peut-être les grands-parents, mais eux se retrouvent à bosser comme tout le monde, et en fait, il n'y a plus grand-chose, quoi. Et ça, pareil, ça me perturbe aussi. Tu vois, tout ça m'a un petit peu interpellée, et je me suis dit, Dorine, ça m'intéresse d'essayer de comprendre, mais
qu'est-ce qui est vrai dans tes impressions, sur quels chiffres tu peux te baser. Du coup, je me suis aidée de mon super copain qui s'appelle ChatGPT pour essayer de voir un petit peu s'il y avait des études qui avaient été faites à ce sujet, parce que c'est assez intéressant. Et en l'occurrence, mon impression est assez véridique, parce qu'il y a des études qui le prouvent. Notamment, il y avait une étude de la Banque de France qui a été réalisée en 2020 par Garbinti et Savignac, qui ont justement étudié la transmission du patrimoine, et il s'avère qu'il y a une corrélation intergénérationnelle en France de 0,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la moitié seulement de la position patrimoniale des parents se retrouve chez les enfants. Ce que ça veut dire donc, c'est que si tu es, entre guillemets, riche dans telle tranche, tes enfants n'ont qu'une chance sur 2 de rester dans la même tranche que toi. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur 2 qu'ils sortent de ta tranche et qu'ils soient plus pauvres que toi. Donc déjà, c'est vraiment vrai. Et de ce que je comprends, c'est qu'avec cette corrélation intergénérationnelle, au bout de 2-3 générations, grosso modo, t'es retombé un peu comme avant, quoi. T'es retombé dans la classe moyenne, sans rien de dingue par rapport à avant, en moyenne, tu vois. C'est un peu ce que j'ai compris de l'étude. Je ne l'ai pas lu en entier. Moi, j'ai lu une sorte de synthèse. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant de se dire, mais en fait, en France, il n'y a pas... on est dans un pays qui est plutôt avec une baisse forte, moyenne, voire forte, de la richesse entre les générations. Ensuite, concernant l'autre étude intéressante qui date de 2021, encore par Garbinti et d'autres personnes, sur la transmission immobilière, en fait, et je trouve ça pas énorme, c'est-à-dire que si tu as des parents qui étaient propriétaires et que toi, tu es enfant, t'as seulement, alors moi j'interprète la chose seulement, t'as seulement entre 25 à 35% de plus de chances de devenir propriétaire que quelqu'un, entre guillemets, de français normal, moyen. Donc en fait, c'est pas énorme, tu vois. Tu vois, c'est pas comme si c'est pas parce que t'as des parents qui sont propriétaires que t'es sûr d'être propriétaire, en fait, pas du tout. T'as juste 25 à 35% de chances de plus que la moyenne. Donc c'est pas non plus... c'est pas dingue, quoi. Donc, et surtout, la plupart des logements ne passent pas 2 générations sans être vendus. Donc voilà, donc c'est assez impressionnant de se dire que les choses... Bon, après, ça me choque pas du tout, en tant qu'investisseuse, de me dire qu'au bout de 2 générations, les biens soient vendus, parce que vous savez bien qu'il faut l'effet de levier, etc. Donc, c'est normal que les biens circulent. Donc ça me choque pas du tout par rapport à ça. Et ensuite, par rapport à la noblesse française... c'est vraiment hyper intéressant. Il me semble qu'il y a, je sais plus combien d'années, j'avais lu rapidement là, que genre il y a, je sais pas, beaucoup de décennies, il y a longtemps, il y a très longtemps, peut-être des siècles, les familles de la noblesse détenaient 25% des terres françaises, enfin vraiment beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, la noblesse française a perdu la majorité de son patrimoine foncier au profit du capital culturel. C'est-à-dire que les gens qui faisaient partie donc de la noblesse, enfin le sont toujours avec leur nom de particules, etc. En fait, ils ont plus en fait ce capital, ce patrimoine foncier, il a fondu au fil des années. Et par contre, ce qui reste, c'est le patrimoine culturel, c'est-à-dire que souvent c'est des familles qui font des grandes études, qui ont une sorte de culture ou je sais pas, une façon de s'éduquer qui fait qu'ils ont tendance à faire quand même des bonnes études. Donc c'est pour ça qu'on dit que le capital culturel, il est quand même resté, mais le patrimoine financier, lui, c'est complètement délité. Donc voilà, donc je trouve ça trop intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en moyenne, je vous le donne, c'est un chiffre de l'INSEE de 2021, en moyenne, en moyenne, un héritage moyen est d'environ 300 000 €. Et cet héritage moyen est partagé entre les héritiers. Donc s'il y a 2 enfants, ça fait 150 000 € chaque enfant. Et après, évidemment, il y a les frais de succession parce que c'est uniquement 100 000 € d'abattement et les 50 000, eux, vont être taxés. Voilà, donc c'est assez intéressant. En tout cas, je voulais avoir ces chiffres-là pour se rendre compte de ce qui se passe. Et vous allez voir après mes conclusions, parce que après, j'ai mes conclusions et ma réflexion personnelle par rapport à mon parcours d'investisseuse. Ensuite, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que
y allais par rapport aux autres pays. Donc je me suis dit, mais est-ce que dans les autres pays c'est pareil, ou est-ce que la France, genre c'est un pays exceptionnellement où les gens s'appauvrissent au fur et à mesure des générations, ou est-ce que pas du tout? Et en fait, aux États-Unis, c'est assez impressionnant. Il y a une statistique qui a été faite, pareil, c'est une étude, je peux vous la citer, c'est l'étude Williams Group, spécialisée en transmission de patrimoine, faite aux USA en 2016, qui dit 90% des grandes fortunes disparaissent avant la 3e génération. Donc c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que 3 générations, ça veut dire grand-père, père, petit-enfant, le petit-enfant du grand-père, ça y est, quoi, c'est disparu. Enfin, pour le cas de 90% des grandes fortunes. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un petit peu moins de mobilité générationnelle en Royaume-Uni et en Italie, alors qu'en Scandinavie, là, la corrélation intergénérationnelle de richesse, elle est encore plus basse. Donc, tu as encore beaucoup plus de mobilité vers le bas. Donc, tu t'appauvris, entre guillemets, plus vite. Enfin, les générations s'appauvrissent encore plus vite. Voilà. Donc, c'est juste une réflexion que je me faisais. Et c'est vrai que c'est vraiment étrange, parce qu'en l'occurrence, moi, je suis complètement dans l'opposé, dans le sens où Cyril, lui, ses parents, ils étaient ouvriers. Moi, ma mère, elle était médecin, mais en l'occurrence, j'ai rien hérité. Et en fait, on part de zéro. Et c'est ça qui est impressionnant. Alors, de zéro, pas grand-chose. Cyril a quand même eu un petit peu d'héritage de ses parents. Moi, j'ai rien eu du tout. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que, en fait, tu vois, nous, on explose, entre guillemets, la statistique, mais je me pose pas mal de questions par rapport à mes enfants. Du coup, qu'est-ce qui va leur rester et aux générations futures? Enfin, ça, c'est quelque chose qui me turlupine, on va dire. Et donc, les enseignements que j'ai envie de vous donner par rapport à cette réflexion. Pour moi, il y a 2 axes de réflexion à en tirer qui peuvent être intéressants pour vous. Il y a 2 cas de figure sur lesquels peut-être vous vous reconnaissez. Le premier cas, c'est peut-être que vous êtes un riche héritier. C'est possible. Alors, quand on dit riche héritier, c'est juste que vous venez d'une famille qui avait du patrimoine. Moi, je considère que du coup, si vous héritez de plus de 300 000 euros, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc, si vous héritez de 500 000, 600 000, ou vos parents, ils ont 1 million, peu importe, du coup, vous êtes au-dessus de la moyenne. Alors, c'est sûr, si vous avez 10 frères et sœurs, vous redescendez en dessous de la moyenne. Mais grosso modo, vous voyez un peu le truc, c'est que il y a un moment donné où si vous avez plus d'1 million, 2 millions chez vos parents, je considère que vous êtes quand même dans une catégorie avec un gros héritage. Et en fait, ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que quand on hérite finalement de cet argent, il ne faut pas voir ça comme quelque chose, entre guillemets, de fiable qui va rester et durer. En fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne faites rien, ou rien de spécial, ou même pas grand-chose, ou même un petit peu, en fait, il y a des chances que, au stade de vos enfants, en fait, c'est fini, quoi. C'est fini, il y aura vraiment presque plus grand-chose. Il suffit que vous voyez, imaginez, vous héritez d'1 million, vous vous dites, attends, je vais rembourser en anticipé mon prêt de ma résidence principale, c'est cool, comme ça, j'ai plus de crédit sur le dos de ma résidence principale. Bam, tu sors 300 000. Tiens, je vais me faire plaisir, on va faire un grand voyage, et puis je vais mettre de l'argent de côté pour les études des enfants. Bam, j'enlève 100 000, il reste plus que 600 000. Puis avec les 600 000, tu vas les placer sur un truc en mode fonds euro, un truc un peu bidon avec l'inflation, et puis tu vas te dire, comme ça, je vais faire une donation anticipée à mes enfants de 100 000 euros chacun, et c'est déjà pas mal, hein. Au moins t'anticipes un petit peu ta succession, et puis après tu mets de l'apport dans un investissement locatif, et voilà, un investissement locatif pas très rentable, mais tu t'es dit, voilà, j'ai fait quelque chose. En fait, imagine t'as 2 enfants, en vrai t'as pas créé vraiment de patrimoine, en fait. Là, t'es même pas... Tu vois, imagine, t'as mis... avec l'inflation et tout ça, au pire, t'es stable. Du coup, t'as 1 million, mais ça va être redivisé par ton nombre d'enfants. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir cette notion en tête, c'est que le fait de diviser par le nombre d'enfants à chaque fois, ça fait que ça baisse. Donc, tu peux pas te permettre de juste maintenir. Tu vois, il faut que tu multiplies par le nombre d'enfants que tu as, à minima, parce que malheureusement, il y a les impôts sur les successions, donc tu vois, il faut un peu anticiper les choses. Je dirais même qu'il faudrait tripler, faire x3, enfin, tu fais x2 par rapport à... imagine que tu hérites de 1 million, tu as 3 enfants, je considère que si tu veux maintenir, il faut peut-être prévoir de viser au moins 6 millions, parce que tu te dis, si en plus mes enfants, ils sont pas très doués avec l'argent, tu redivises par 3, ça fait 2 millions chacun, avec les taxes, les machins et tout, l'inflation, au final, si t'as pas fait ce x6, en fait... t'as appauvri ta génération future par rapport à toi d'avant.
Et ça, c'est vrai que c'est une réflexion que moi j'ai eue aussi. C'est que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est que mon père, quand j'ai eu 18 ans, pour lui, c'était hyper important de m'acheter une voiture. Et tu vois, j'étais la seule de mes amis dont le père, pour lui, c'était une évidence que sa fille, on devait lui acheter une voiture. Et bon, bref, il y a des petites anecdotes qui, au final, font que c'est pas vraiment lui qui l'a payé, mais bon, ça, c'est un petit détail. Et ce qui se passe, en réalité, c'est moi qui l'ai payé. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais dans son principe, il voulait me l'acheter. Voilà. C'était son principe. Et pourquoi il voulait me l'acheter ? Parce qu'en fait, lui-même avait reçu une voiture quand il avait eu 18 ans. Donc en fait, il y a ce côté où tu te dis que tu veux pas que tes enfants aient moins que ce que toi, t'as reçu. Tu vois, imagine, toi, tes parents t'ont payé tes études et t'ont acheté une voiture quand t'avais 18 ans. Bah, tu te dis, ce serait quand même vraiment embêtant de te dire que toi, tu n'auras pas assez d'argent pour acheter une voiture à chacun de tes enfants à 18 ans et de leur payer leurs études. Qu'ils vont devoir prendre des crédits et puis ils n'auront pas de voiture. Bon, j'espère que d'ici 20 ans ou 10 ans, il n'y aura plus trop besoin de voiture dans le monde, mais bon, ça, c'est pas encore acquis. Mais en tout cas, tu as envie de redonner ce que tu as reçu. Tu vois, c'est quelque chose qui est assez logique, en fait, dans le cerveau humain, je pense. Et c'est ça qu'il faut se faire comme réflexion. C'est de se dire, est-ce que ce que je suis en train de construire en tant que riche héritier, si jamais c'est votre cas, est-ce que je suis en train de redonner et gérer les choses de telle sorte à ce que finalement, je ne sois pas juste une génération qui vit dans le confort avant la prochaine génération qui ne le sera plus. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant parce que je trouve que ça me parle aussi beaucoup par rapport à l'actualité politique, par rapport à comment sont gérés même en général les pays, ou même chacun pour soi en fait le pense, c'est que on pense toujours à soi-même et on ne pense pas aux générations futures. Tu vois, quand on pense à la dette qu'est en train de créer la France et qu'elle va laisser sur ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., en fait, on est juste en train d'être des générations dans le confort qui ne nous rendons même pas compte de l'inconfort qu'on est en train de créer. Tu vois, comme si finalement, il y a une sorte de... Voilà, je sais pas. Moi, ça me perturbe pas mal ces questions-là, de me dire que finalement... on ne crée pas des générations qui vont être comment dire, avec plus de pouvoir, plus de possibilités, plus de grandeur, plus de marge de manœuvre. En fait, non, ça va être des générations qui sont statistiquement plus pauvres, avec moins de possibilités, moins d'atouts, un moins bon niveau de vie. Et donc, comme si, en fait, on crame le confort. Voilà, on crame le confort. Donc voilà, ça c'est la première réflexion par rapport aux héritiers. Et ensuite, par rapport aux investisseurs ambitieux. C'est le deuxième axe de réflexion, parce que, bon, en l'occurrence, Cyril et moi, nous, on n'est pas dans la catégorie riche héritier, mais j'avais quand même envie d'en parler, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui rentrent un petit peu dans cette catégorie. Et maintenant, par rapport à l'investisseur ambitieux, en fait, pourquoi ? C'est vrai que quand on construit quelque chose, on a cette envie que ça perdure un peu dans les générations. Toi, tu te dis, j'aimerais bien que le travail et le dur labeur que j'ai mis en place sur ma génération à moi, toute seule, de mes propres mains, avec mon propre cerveau, mes propres actions, etc., j'aimerais bien que ça finisse pas à la poubelle dans une génération, quoi. Et ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Donc, il y a les 3 choses dont il faut vraiment prendre conscience quand on construit ça. C'est que, premièrement, il y a la division par le nombre d'enfants. Donc ça, c'est mathématique, c'est-à-dire que si avec Cyril, on construit un patrimoine de 10 millions, on a 4 enfants, ça fait 2,5 millions pour chaque enfant. Ça, juste déjà de base, les maths. Deuxièmement, il y a la fiscalité et les coûts. C'est-à-dire que on ne peut pas penser que parce que tu as 10 millions, tu divises par 4 et du coup, ça fait 2,5 millions par enfant. En fait, non. Il va y avoir toute la fiscalité, sachant qu'en France, tu passes rapidement à la barre des 45% à partir d'un certain montant de patrimoine. Donc en fait, en réalité, tu vas vite diviser par 2 tout ton bazar. Donc tu vas te retrouver avec chaque enfant avec 1 million. Donc t'imagines, tu avais 10 millions. Bon, en l'occurrence, avec 4 enfants, c'est un peu violent. Du coup, il n'y a plus que 1 million par enfant, après fiscalité et après la division. Et en fait, derrière ça, parce que des gens qui ont hérité des 1 million, j'en ai vu, j'ai discuté avec eux, il y en a, c'est quelque chose qui existe. Et tu te retrouves à hériter d'1 million, mais en fait, si tu n'es aucunement impliqué, que tu n'as aucune intelligence financière qui a été transmise, que l'argent a été un sujet peut-être tabou dans la famille, que ça n'a pas été discuté,
en fait, tu te retrouves avec des générations suivantes qui sont totalement incompétentes avec cet argent. Donc, il y a eu des générations précédentes qui ont créé de la richesse, et la génération suivante, si elle est incapable de la gérer, en fait, c'est comme un gagnant au loto. C'est-à-dire que vous le savez très bien, il y a une statistique, tout le monde la connaît, comme quoi quand tu gagnes au loto, au bout de 6 mois, tu retournes, je sais plus quoi, enfin je n'aurais pas vous la dire exactement, mais en gros les gagnants du loto, étant donné qu'ils ont gagné de l'argent, non pas en ayant de l'intelligence financière, mais en ayant eu de la chance à gratter quelque chose, et en l'occurrence, en fait, ça disparaît très très vite, statistiquement en tout cas. Il y a peut-être des exceptions qui gèrent bien leur argent, mais en réalité, en fait, on peut très très vite chuter dans... Ça chute très vite si tu ne sais pas créer davantage de richesse. Donc voilà, donc ça c'était cet aspect-là de se rendre compte que si finalement tes enfants ne sont pas éduqués, n'ont pas compris ce que tu faisais, n'ont pas, embrassé la logique derrière ce que tu as créé, ou vont dans une opposition, ou vont dans une carrière qui a juste rien à voir, et qui n'ont pas des bases de gestion financière, en fait, imaginons un de mes enfants, ils ont 1 million, chacun, j'en ai 4, ils n'ont pas une bonne culture financière, avec 1 million, ils se disent, attends, 600 000 euros, j'achète un appart, et puis 400 000, ça me met du beurre dans les épinards pour vivre, et puis en fait, eux, ils ont chacun 2 enfants ou 3 enfants, en fait, c'est fini, il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est juste, je ne veux pas vous déprimer avec cet épisode, parce que c'est un épisode un peu pour vous rendre compte à quel point, en fait, c'est fragile, en fait, le patrimoine qu'on construit. On a cette impression que c'est un patrimoine qui va durer dans le temps. Alors évidemment, je suis contente quand même pour mes enfants, même s'ils auront moins que moi, parce qu'ils auront un capital de départ qu'avec Cyril, on n'a pas eu. Et s'ils ont cette ambition, ça leur donnera des cartes en main pour accélérer et aller plus loin, plus haut, plus fort que leurs propres parents. Et ça, je trouve ça génial, parce que moi, j'ai un petit côté, toujours, j'ai envie de faire mieux que la génération précédente. Mais en tout cas, c'est déjà ça. Je ne vais pas regretter de créer du patrimoine, et je ne vais pas me dire, tant pis, je ne crée pas de patrimoine, parce que de toute façon, c'est fichu. Mais voilà, c'est cet axe de réflexion que j'avais ces derniers temps. Et il y avait aussi une réflexion un peu morale que j'avais derrière tout ça, par rapport à cette réflexion de la transmission de richesse. Parce que moi, il y a un côté que je trouve dommage, mais je vais vous expliquer pourquoi. À la fois, finalement, ce que j'ai lu et appris là sur le sujet, c'est que je me rends compte que, il n'y a ni la caricature de les riches restent riches, c'est pas vrai du tout. On le voit bien, les riches ne restent pas riches. Statistiquement, c'est pas le cas. Même si ça aide un petit peu, mais c'est pas non plus du tout la panacée. Et en même temps, c'est pas non plus... donc les riches ne restent pas riches, mais c'est pas non plus l'égalité... il n'y a pas de chose qui fait qu'on repart de zéro à chaque génération. Comme certains peut-être le voudraient, genre il n'y aurait pas d'héritage et puis tout le monde recommence toujours de zéro, tout le monde pareil à chaque départ de vie. Il y a un côté un peu frustrant, parce que quand t'es parent, t'as envie de protéger tes enfants, donc tu te dis si je peux rien leur transmettre de plus, à quoi bon créer du patrimoine, à quoi bon créer de la richesse, à quoi bon s'enrichir si je dois juste consommer cet argent et surtout pas le transmettre, c'est un peu dommage, moi je trouve. Moi j'aime bien cette idée de transmettre à mes enfants. Et donc, par rapport à ma réflexion, c'est que je trouve que ce clivage, du coup, de se dire contre les riches ou vaut mieux tout le monde commence pauvre, c'est mieux, je sais pas quoi. Voilà, le côté moral là, je le trouve un peu blanc ou noir, et je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, ma réflexion, quand même, c'est par rapport aux héritages qu'on a encore aujourd'hui des générations passées. Et en réalité, on en a plein. Je ne sais pas si vous avez déjà observé tous ces bâtiments qui datent d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Et même quand tu regardes les cathédrales, tu vois, c'est des gens, ils avaient une vision de construire des choses qui ne verraient même pas fini de leur vivant, mais ils avaient cette vision de construire pour les générations futures. Ça, je trouve ça incroyable, tu vois. Et ça, de nos jours, j'ai l'impression que ça n'existe plus vraiment, quoi. Personne ne se dit, tiens, je vais construire un bâtiment qui va pouvoir être utile sur les 500 prochaines années. Personne ne fait ça aujourd'hui, tu vois, alors que les Romains, les Grecs, les Égyptiens, je suis pas très douée en histoire, mais je le vois bien que
Rien que quand je vois les beaux centres-villes, les beaux bâtiments historiques de certaines villes où les bâtiments durent au fil des siècles et des décennies, je trouve ça incroyable. Parce que, tu vois, c'est comme si tu te dis, bah, t'es contre tout ça, ça veut dire, bah, en fait, tu vis dans la forêt, et, tu construis une cabane en bois, et en fait, tu veux brûler ta cabane pour que chaque génération suivante doive toujours reconstruire sa cabane, et en fait, il n'y a jamais rien de solide qui est créé, et chaque génération doit toujours tout recommencer de zéro. Donc, ça a un côté pas très évolutif, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, j'aimerais bien, en tout cas, c'est mon rêve, j'aimerais laisser, tu vois, laisser des choses avec un impact. Alors, je dis pas que c'est forcément des biens immobiliers, j'ai pas dit que je vais créer un temple du soleil qui va durer pendant des millénaires, mais voilà, je me dis, tu vois, déjà, je pense qu'on peut contribuer, nous, à maintenir le patrimoine qui date de générations précédentes. Donc, moi, par exemple, je me vois vraiment une vraie mission de rénover des bâtiments anciens, de les redorer, de les entretenir, un peu comme si, même si c'est pas vraiment moi l'héritière, parce que je l'acquiers, mais souvent d'ailleurs je l'acquiers d'héritiers qui ne savent pas gérer le patrimoine de leurs propres parents. Tu vois, en l'occurrence, c'est souvent ça, hein. Sur les 4 immeubles qu'on a achetés, les 4 immeubles, c'était soit des personnes âgées qui préparaient leur succession, soit des successions. Tu vois, parce qu'en fait, ils savaient que les héritiers n'allaient rien en faire, et du coup, ils allaient le léguer. Et souvent, c'est des immeubles, entre guillemets, en fin de vie qui avaient vraiment besoin d'une grosse rénovation, quoi, qui n'étaient plus entretenus, tout simplement. Donc voilà, donc moi, ma réflexion, et j'aimerais bien que ce soit votre mission aussi, c'est de vous dire que nous, les investisseurs sereins, notre mission, c'est de déjà contribuer à maintenir le beau patrimoine que l'on a reçu des générations précédentes, qui sont les beaux bâtiments de centre-ville, qui ont une valeur, en fait, de se rendre compte qu'il y a des belles constructions qui ont été faites et qui sont faites pour durer dans le temps. Et en fait, notre devoir, c'est de les maintenir dans le temps. Et voilà. Et après, j'ai aussi, moi, cette réflexion de comment impliquer mes enfants pour que mes enfants ne soient pas juste une génération dans le confort et que la génération des petits-enfants derrière, elle reparte de zéro. Comment est-ce que je peux faire pour insuffler des valeurs? Et peut-être que justement, les familles nobles dont on parlait, qui réussissent à transmettre leur patrimoine culturel, malheureusement, elles n'ont pas réussi à transmettre leur patrimoine financier. Mais finalement, c'est peut-être un peu le patrimoine culturel et la culture de prendre soin des objets qu'on reçoit, de prendre soin du patrimoine, de prendre soin des bâtiments, de prendre soin des choses, de penser aux générations futures. J'aimerais bien réussir à transmettre ça à mes enfants pour que, pour que sur le long terme, je me dise que j'aurais laissé quelque chose et que ça dure un petit peu dans le temps et que ça permette d'améliorer des choses, un petit peu, comme on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. En vrai, là, c'était un peu un épisode un peu philosophique, mais moi, j'aime beaucoup de réfléchir à tout ça. Je trouve que ça a des impacts quand même pour certains d'entre vous, de vous poser la question, mais de combien j'ai hérité, combien vont hériter mes enfants, qu'est-ce que moi je transmets, est-ce que moi je suis finalement une génération dans le confort qui va transmettre moins que ce que j'ai reçu, est-ce que je vais plutôt être une génération qui aura construit et du coup mes enfants auront plus de confort que moi. Moi je trouve que c'est des vraies réflexions qui sont en réalité à fond dans les sujets de société aujourd'hui. Voilà pour ma petite pierre à l'édifice dans cette réflexion. J'espère qu'il y en a parmi vous, ça va vous permettre de réfléchir. Moi, je suis complètement en réflexion sur tout ça. J'ai pas d'idée arrêtée, mais j'aime bien me poser et observer. C'est surtout beaucoup d'observations que je fais pour l'instant. Et je réfléchis beaucoup à comment je vais gérer les choses par rapport à mes enfants pour qu'entre guillemets, ce soit pas juste du confort que je leur donne, mais que ce soit bien plus que ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et à bientôt.